RCF. Gad Elmaleh, amoureux de la Vierge Marie. Beaucoup vont croire que c'est un nouveau sketch pour l'un de vos spectacles, Gad Elmaleh, l'occasion de rire des comportements et d'éthique des pèlerins de Lourdes ou des cathos. Eh bien, pas du tout. Que ce soit dans votre dernier spectacle, intitulé D'ailleurs, et encore plus dans votre nouveau film, Reste un peu, vous nous invitez à réfléchir avec humour, mais aussi avec profondeur sur la question des religions dans notre société, sur le besoin de se rencontrer, de se connaître, et sur le chemin spirituel que vous menez vous-même depuis quelques années, Gad Elmaleh, juif séfarade, né en terre d'islam au Maroc et vivant entre la France et les États-Unis. Alors je suis vraiment ravi de vous rencontrer à l'occasion de la sortie de ce film, Reste un peu, un film dans un autre registre que Chouchou ou Coco, un ovni, comme vous m'avez dit en arrivant, un objet filmographique non identifié. Alors avant de parler de ce film, j'aimerais que l'on fasse un peu plus connaissance avec vous, Gad Elmaleh. Dans le titre de votre spectacle actuel, votre 6e one-man show intitulé D'ailleurs, on entend beaucoup de choses dans ce D'ailleurs. D'ailleurs, pour que je vous explique, ou d'ailleurs pour enrichir un propos, mais on peut aussi entendre être d'ailleurs. Vous êtes d'ailleurs, Gad Elmaleh, vous êtes toujours un peu d'ailleurs. D'ailleurs, je vais vous le dire. Merci de poser cette question parce que c'est le point de départ d'une réflexion qui m'a accompagné pendant de nombreuses années. Et je crois qu'il y a les deux vraiment dans le titre de ce spectacle. D'ailleurs, c'est cette chose, comme vous dites, qui est... alors, je suis pas fort en grammaire ou en... Comment on appelle ça, une étymologie, l'origine des mots. Oui, non, mais c'est une c'est quoi, c'est un mot que... D'ailleurs, c'est quoi comme famille de mots? On sait pas. Bon, c'est un truc qui vous nous écrirez, ce qui nous écrit. Voilà, écrivez-nous. C'est en effet, comme vous l'avez précisé, c'est un peu cette chose qu'on met en avant pour dire attention, les amis, ce que je vais vous dire est important. Je demande votre attention. D'ailleurs. Et ça renforce un peu l'écoute. Et c'est ce que vous vouliez faire. Oui, un vous petit peu sur ce spectacle. Important à dire sur ce spectacle. Exactement. Donc c'est un moment de ma vie, un moment de ma carrière, avec des thématiques, un point précis dans ma vie où j'ai envie de dire d'ailleurs, là il faut qu'on se parle. Il faut que je vous dise, non pas que c'était pas important ce que j'avais à dire avant, mais non pas une mise au point, mais je demande une écoute. Plus attentive parce que les sujets sont sérieux, ils restent comiques dans le show. Et d'ailleurs, c'est un d'ailleurs identitaire, c'est un d'ailleurs géographique, c'est un d'ailleurs géopolitique, c'est un d'ailleurs religieux. C'est-à-dire que j'ai toujours été d'ailleurs. C'est assez intéressant comme chose ce côté d'ailleurs parce que finalement, j'ai été d'ailleurs même chez moi. Même chez aujourd'hui encore plus. D'ailleurs. Mais chez vous, c'est où, Gad Elmaleh? Parce que vous êtes né au Maroc. Oui. On le voit bien dans votre film. Vous commencez tout de suite par ça. Dès le début du film. Reste un peu, vous dites, je suis né ici à Casablanca. À Casablanca, oui. C'est le Maroc, mais vous vivez C'est la ville natale, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai été élevé. Très vite, je pars pour le Canada. Le Canada, je pars ensuite pour la France, pour faire le cours Florent. Ensuite, j'ai le rêve américain. Je vais aux États-Unis et je reviens en France. Maintenant, je vis en France. Alors, vous êtes d'où, Gad Elmaleh? Je suis... Alors, à chaque fois que j'entends... Il y a une expression qui est jolie, mais je ne sais pas pourquoi elle m'agace. C'est quand... Et moi-même, je l'ai utilisée, c'est quand les artistes disent « je suis citoyen du monde ». Et je ne sais pas pourquoi elle m'agace. Peut-être parce qu'elle a été dite un peu trop de fois, elle est galvaudée. Vous aimeriez la garder pour vous? Parce que vous vous sentez comme ça? Non, pas du tout. Mais j'ai envie de dire, et pas uniquement parce que je suis sur votre antenne, qu'on parle souvent de communauté, de religion, d'appartenance, d'identité. Mais ce matin, en parlant avec mon ami Mehdi Jadi, dont on parlait hors antenne tout à l'heure, on a trouvé une expression ensemble que lui a utilisée. On disait, mais frère en humanité. C'est quoi frère en humanité? Je dis, ah ouais, mais c'est pas mal cette trouvaille. On est frères et sœurs en humanité, avant toute chose. Avant de faire des tentatives œcuméniques, interreligieuses. On est frères en humanité. Que l'on soit croyant ou non, ah oui, d'ailleurs.
Complètement. D'ailleurs, je crois profondément qu'il existe des spiritualités même sans Dieu. C'est le problème de ceux mais bon, on en abordera après ça. Mais croyants ou non croyants, frères en humanité. Donc, je suis bien entendu né au Maroc, avec cet héritage, cette culture aussi, ça c'est important. Parce Et que ces ça m'a racines, elles façonné. sont importantes pour vous. Très importante. Judéo-marocaine. Vraiment, c'est... Berbère même, non? Oui, berbère, exactement. Juif, berbère, arabe. arabe. Qui aime la Vierge Marie. Donc, on en est où là? Qu'est-ce qui s'est passé exact? C'est pas vous que Vous êtes perdu dans le désert. Non, je pense que j'aurais dû aller voir un psy en fait. J'aurais pas dû venir vous voir. Dans ce lieu magnifique, on a le droit de dire où on est. Allez, on peut le dire. Ça vous impressionne ce lieu. Oui, parce que c'est plus sympa que tous les studios. J'ai envie de partager avec vos auditeurs ce sentiment que j'ai d'abord je suis fasciné par ce lieu où nous sommes, qui est la bibliothèque des missions étrangères de Paris. Voilà, la bibliothèque des missions étrangères. Nous sommes entourés de livres. Derrière moi, il y a des traductions de des livres qui datent de 12 langues, plusieurs siècles, qui datent du XVIIe siècle. Derrière, voilà, tous ces livres qui sont là derrière moi que vous voyez, des livres magnifiques. Et on est bien là, on est bien dans ce lieu pour parler. Je pensais qu'on serait mieux ici que d'être dans un studio impersonnel. Donc je me sens très bien ici. Surtout pour parler de tout ça. Vous pensez que les livres sont plus vieux que nous là? Oui. Un peu, oui. Beaucoup plus. Alors, Gad Elmaleh, j'aimerais qu'on fasse connaissance aussi avec... on a parlé un peu de vos racines au Maroc, à Casablanca, mais les racines, c'est bien sûr les parents. Vos parents, ils sont incroyablement présents dans votre nouveau film, Reste un peu. C'est eux qui jouent leur propre rôle. Ça, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et puis, ils sont dans votre spectacle d'ailleurs. Ils sont vraiment toujours là. Ils sont très présents. Et c'est nouveau ou ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été comme ça. J'en ai parlé peut-être différemment en fonction des spectacles. Mais ils ont toujours occupé une place importante dans ma vie. Ça va de soi, on dira c'est une banalité parce que ce sont vos parents, mais non, une place importante, parfois avec plus ou moins de joie de ma part ou de satisfaction, parce que quand on est jeune, les parents, voilà, on a envie de couper, le cordon, puis après on grandit, on cherche la complicité, on cherche le dialogue avec le père, c'est compliqué, puis il a appris. Et il vieillit. C'est pour ça que ce film, quelque part, c'est aussi une déclaration d'amour à mes parents. C'est aussi une manière de leur faire comme on dit dans la Torah, le kavod, de les honorer, de les élever. Vraiment de les élever, quoi. On sent qu'il y a une grande tendresse, franchement. Alors, on va d'abord parler de David, votre père. Oui. D'ailleurs, dans le film, à un moment, vous revenez d'Amérique, il dit hey, my son, my best friend. Il prend son accent. Oui, parce qu'il a envie You're my best friend. C'est-à-dire, vous le sentez comme ça? Votre père, c'est votre meilleur ami? D'ailleurs, c'est une réplique qu'il improvise. Moi, je le sens pas vraiment comme ça, mais je crois que à cause de la pudeur, qui est encore une histoire de culture, finalement, le fait de pas communiquer ni de formaliser tout, fait qu'on passe par l'humour dans ma famille. Beaucoup, on passe par l'accent, par la caricature, par la torsion du sens, donc c'est tout petit, donc vous avez été baigné oui, là-dedans. Vraiment. Parce que votre père... L'humour nous a aidés, en tout cas, soit à nous sortir d'une mélancolie, soit à communiquer, parce que mon père ne parlait pas du tout, jamais, rien du tout. Ce qui est fou, c'est qu'il était mime amateur. Bon, mais donc, cela dit, ça c'est pas fou, puisqu'il parlait pas. Non, mais il ne parlait pas. Il parlait pas du tout. Il avait choisi de monter sur scène sans parler. Ouais. Et vous, c'est avec lui que vous êtes monté sur scène la première fois? La première fois de ma vie que je suis monté sur scène, c'était avec mon père au Maroc. C'était un spectacle amateur au cours duquel je montrais sur des panneaux les titres des petits sketchs qu'il faisait, qui étaient des numéros de pantomime inspirés par Marcel Marceau, pour qui il avait une grande admiration. Et donc c'est la première fois de ma vie que j'ai foulé les planches, quoi. Et là vous vous êtes dit, ça me plaît, je veux monter sur scène. Je me suis senti très très bien. C'est vrai? Très 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 bien. L'origine de votre carrière, un peu comme quand je suis rentré dans l'église à 6 ans où c'était interdit et que je me suis senti très très bien. Alors, à Casablanca aussi. Ouais, à Casablanca. Tout s'enracine à Casablanca finalement. Oui. En fait. Oui. Bon, là, j'ai mis la scène et l'église sur le... C'est pas la même chose. Ouais. Mais je dois dire que tout s'est passé là-bas, quoi. Les révélations, la naissance, en tout cas, de ces choses-là, c'était à Casa, ouais. Je suis né à Casa et ces passions sont nées à Casa. Visage, Thierry Lyonnais. Gad Elmaleh, vous nous disiez que votre père était mime, il ne parlait pas beaucoup. Et un jour, vous avez déclaré « Mon père ne parlait pas, alors je parle ». Ouais.
vous parlez beaucoup. Oui, beaucoup. Sur scène, mais même dans la vie, là, depuis que vous êtes arrivé. Je suis quand on s'est curieux. rencontrés, vous parlez. Ouais. Ça s'enracine là, on fait pas de la psychanalyse, Non, mais non, ça mais s'enracine là. non, j'aime cette idée d'essayer de comprendre aussi pour moi. Parce que la parole compte beaucoup. La parole compte énormément dans l'étude, dans le rapport aux autres, mais la curiosité. Moi, je suis curieux de tout. Quand je suis rentré dans ce lieu aujourd'hui, je vous l'ai dit, je suis très ému, je suis reconnaissant, je suis curieux. J'ai envie de comprendre, J'ai presque parfois l'inquiétude de me dire est-ce que je vais avoir assez de toute une vie pour non pas faire tous les voyages dans tous les pays du monde. Je pense que c'est pas ça qui est le plus important. C'est bien si on voyage, mais connaître et comprendre et assimiler et connaître l'autre et aller à la rencontre de mes frères, de mes sœurs. Sans a priori. J'essaye. Mais j'ai des a priori. C'est pas facile de pas avoir. J'en ai, moi. Parce que vous invitez... Moi, j'avais un a priori sur vous avant de venir. Ouais. J'avais un a priori. Allez, lequel? Je sais pas, je vous imaginais avec une grande barbe. Ouais. et un chapelet. Et deux chapelets, un dans chaque main. Non. Les a priori, je pense qu'on en a tous un petit peu. Et parfois, on ne peut absolument pas le contrôler. Et ce sont même Et alors attention, les pires sont les a priori positifs. Parce que c'est là qu'on crée la déception. Pour le reste, c'est pas très grave d'avoir un a priori négatif. Mais les a priori positifs, c'est aussi mal que les a priori négatifs. Il faut essayer de ne pas en avoir. Je m'efforce en tout cas, de ne pas deviner à chaque fois. Alors, on a parlé un peu de David, votre père. Oui. On ne peut pas ne pas parler de Régine, non, parce que votre mère. Si on ne parle pas de ma mère, déjà, vous allez avoir des problèmes. Elle va écrire. Vous savez ce que c'est qu'une mère juive en colère. C'est vraiment une mère juive, votre mère? Oui. Parce alors, que vous la présentez dans vos spectacles. Elle n'est pas la caricature. Moi, j'en fais une caricature. Elle a des points de départ qui sont très mère juive. Je dirais pas envahissante, mais son amour peut être parfois, je dirais pas étouffant, mais bien présent. Elle a une manière parfois qui peut être comiquement intrusive. Et d'ailleurs, elle joue beaucoup sur l'humour quand elle veut faire passer un truc un peu énorme. Donc, elle a cette chose, oui, avec un sens, avec beaucoup d'inquiétude. Moi, j'ai 51 ans, je peux pas atterrir en avion quelque part sans l'appeler et dire c'est bon, je suis bien arrivé. Pour la rassurer. Alors que j'ai d'autres soucis, je dois régler des choses, je dois... mais elle se reconnaît dans vos spectacles quand vous la caricaturez quelque part. Là, dans votre dernier spectacle, vous m'avez fait mourir de rire. Oui, quand elle va à Monaco. Exactement, quand elle est reçue dans la famille princière de Monaco, dans le palais. Quand elle voit ce spectacle, elle vous voit comme ça. Ou là, vraiment, vous la représentez comme une blédarde. Oui. Elle vient du bled. Quoi. Oui, complètement. Elle se reconnaît, ça la fait rire. Je dis moi-même que je suis un blédard dans le spectacle. Ouais. Mais elle sait que c'est tendre, mais en même temps elle râle un peu, donc elle me pousse comme ça en rigolant physiquement, quoi. Elle me pousse dans ma loge, je me dis allez encore ta mère, encore tu l'as fait passer pour une blédarde, encore. Mais quelque part elle est touchée, elle aime bien que je parle d'elle, et puis aussi elle a tellement d'humour qu'elle a bien conscience que pour faire rire il faut exagérer, mettre en abîme, grossir la loupe, sinon ça devient une conférence sur ma mère et c'est terriblement ennuyeux. Et donc le comique, c'est un départ de points réels, véridiques, existants, qu'on a l'habileté ou en tout cas moi la volonté d'exagérer pour faire rire. On dit de vous que vous êtes un entomologiste de la société, Gad Elmaleh. Et c'est vrai, moi je vous ai vu pour la première fois. Je ne connais pas le terme. Entomologiste, ouais. Ça veut dire que vous disséquez, vous étudiez beaucoup. Attentivement et vous disséquez les tics de la société. Oui, moi, j'ai vu ce spectacle d'ailleurs, c'est la première fois que je voyais un spectacle de vous. Et c'est vrai qu'il y a des passages qui sont désopilants quand vous grossissez encore une fois les tics de la prof de votre élève. Là, je croise les bras, là, la gestuelle. En radio, ça en rend pas beaucoup. Ouais. Mais donc, c'est simple. Je dirais l'une de vos spécialités, c'est-à-dire d'observer les tics des uns et des autres. Essayer de pas être prétentieux avec ça ou de m'attribuer Elles sont pas uniques, on est plusieurs à faire ça. Et puis déjà le mot entomologique, je le connaissais pas. Donc je pense qu'il y a quelque part de l'anthropologie dedans, il y a de la sociologie dedans aussi, il y a de la psychologie bien entendu pour comprendre les gens. Mais je pense tout simplement que le travail qu'on fait nous les humoristes. Surtout ceux qui sont en adresse au public, qui font, alors aujourd'hui ça s'appelle du stand-up, mais bon, depuis la nuit des temps en France, depuis Bernard Allaire, Coluche, depuis De Vos, on s'adressait directement au public. Mais dès qu'on s'adresse directement au public, j'ai l'impression que
Bah oui, il faut faire des gros plans. Et en fait, je pense que nous sommes des gens qui faisons des gros plans sur des choses que tout le monde voit, mais en plan large. Y compris sur nos propres défauts. Complètement. Je pense que les gens... Et le rire vient aussi d'un soulagement. Les gens disent, OK, je peux rire de ça, on y va, c'est parti. C'est même d'une détresse, même de quelque chose de douloureux, même d'un problème de santé, même d'une inquiétude, même d'une... Allez, ouf, on partage avec lui. Donc ce rire aussi, il est salvateur, c'est un échappatoire, on se défoule. Et notre société prête plus facilement qu'avant à la critique, au regard assez drôle sur les tics que nous avons dans nos rapports. On le voit au téléphone portable, aux réseaux sociaux, à l'éducation dans des ce sens, enfants. oui. Enfin, la liste, dans ce sens, dans le spectacle, la liste est longue. Mais on a de la matière. Oui, dans ce sens, on a beaucoup de matière. On a énormément de matière. Je pense que peut-être que... Plus qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Mes collègues d'il y a 50 ans, je pense qu'ils devaient être un peu plus analytiques pour aller chercher dans l'humain et introspectif, plus que dans... Enfin, en tout cas, ce que nous a donné l'époque dans laquelle on vit, surtout avec les réseaux sociaux, je dois dire, parce qu'on lit justement, d'ailleurs comme le nom l'indique, réseau social, quoi. C'est-à-dire qu'avec le numérique, on est dans le social, dans la connexion. Dans ce social, on fait de la sociologie, on a les gens qui sont connectés entre eux, mais avec des travers, des choses cocasses, avec des... il m'arrive très souvent dans la rue d'être interpellé par... des gens qui veulent un selfie avec moi et il y a souvent, alors c'est plus des jeunes filles que des jeunes garçons qui font ça, et elles mettent un filtre sur Snapchat pour faire une photo avec moi, et ce filtre leur transforme le visage, donc elles veulent s'embellir à l'image de ce qu'elles pensent que doit être leur image sur les réseaux sociaux, et tout à coup elles se filtrent, sauf que moi je suis dans la photo mais je suis filtré moi aussi, et donc je me retrouve avec... pas, alors, quelque part. Donc je me retrouve avec des cils un peu trop grands, avec une peau d'un gamin de 18 ans. Et je me dis, mais pourquoi tu fais... Et en rigolant, je lui dis, filtre-toi, mais ne me filtre pas. Et en fait, c'est cette époque dans laquelle on est, où on se filtre. Et c'est un mensonge, finalement, le filtre. Parce que tu te filtres quelques secondes, mais au bout du compte, tu n'es pas cette personne. C'est assez troublant. J'ai lu un article qui disait qu'il y avait des jeunes gens qui allaient chez des chirurgiens plastiques aux États-Unis, très jeunes, très jeunes, et qui montraient une photo d'eux filtrée par une application, et en disant au médecin, c'est à ça que je veux ressembler. Et en fait, quand on arrive à imaginer qu'on veut faire ressembler notre visage à quelque chose qu'on a nous-mêmes construit avec des effets sur notre iPhone, waouh, ça me rend un peu triste. Gad Elmaleh, vous avez parlé il y a un instant de ceux qui veulent être pris en photo avec vous. Comment vous vivez cette notoriété ? Parce que je sens bien, j'ai senti à plusieurs reprises, aussi bien dans votre nouveau film, Reste un peu, que dans votre spectacle d'ailleurs, que cette question de notoriété, elle était là. Elle vous, pas préoccupait, mais... Je suis passé à un stade où j'essaie de... En fait, je n'ai plus de pudeur à en parler, puisque c'est quelque chose de réel, et je n'ai pas non plus la fausse modestie de dire non, humblement, à mon niveau. Non, c'est pas vrai, vous êtes très connu. Voilà, la notoriété. Vous marchez dans la rue, on vous connaît, on vous aborde. La popularité, elle est là, elle Comment existe. Maintenant, ce que j'essaie de faire, et ce que j'aime faire, mais pour moi avant tout, pour que ce soit sain, c'est encore une étape au-dessus même de m'en moquer, parce qu'avant je m'en moquais, ou je parlais des gens qui me reconnaissaient, mais c'était plus sur eux, qui se trompaient de nom, tout ça. C'est sur moi. Comment est-ce que ça agit sur moi ? Comment moi est-ce que je gère cette chose-là si intense ?
que des gens qui viennent vous parler. Donc, moi, je préfère me mettre à moi en défaut. Et c'est pas de la fausse humilité, c'est un vrai besoin. D'ailleurs, il y a une scène dans le film où volontairement, avec Raymond, le vieux monsieur, qui est pour moi qui est un sage, qui est athée au début du film, à qui je fais une petite vanne et il se moque de moi. Il dit ah oui, c'est vrai, t'es humoriste. Quand je pense que j'ai connu Thierry Le Luron, on est tombé bien bas. Hein. Et en fait, il parle de l'époque et j'aime bien me mettre ces petites fléchettes. Il y en a plusieurs dans le film. Oui. Quand vous arrivez au monastère pour faire une retraite monastique, Oui. l'abbé qui vous accueille, qui est pas très sympathique, pas très souriant, vous lui dites et vous me connaissez? Et là, il vous répond froidement non. Non, Blanc. parce que ça m'est arrivé en fait. Mais le meilleur moment, c'est quand même avec votre mère. Quand vous arrivez, elle vous dit tu restes pour dormir, bien sûr. Vous aviez réservé une chambre d'hôtel. Vous lui dites mais tu vas me mettre où? Je te mets dans la chambre au fond là-bas. Et vous dites mais c'est la chambre des petits. Et là, elle vous regarde, elle se tourne vers vous, elle dit pourquoi? Tu es grand, toi. Voilà. Excellent, ça. Ça m'émeut de penser à cette réplique. Et ça aide les parents et les amis de dire t'es grand, oui, toi. Pourquoi t'es un grand, toi, maintenant? Ça vous émeut, là. Ah ouais. Parce que je l'entends différemment, la réplique. Parce que ça veut tout dire, ça. Ça veut dire que on est toujours nos parents. Après, c'est pas une réflexion sur le gamin qui revient et qui veut vivre chez ses parents. Non, c'est l'impossible cordon à couper, l'impossible. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est vrai que pour les parents, vous êtes toujours le petit, vous serez toujours le petit. Mais après, ce qui est plus dur, c'est pour les autres. Tous les autres qui vous approchent, qui vous abordent. Oui. Vous êtes un grand. On vous a décerné le titre de plus grand humoriste français à un moment. Ouais. Je pense. Comment on fait pour pas prendre trop la grosse tête? Pour pas prendre la grosse tête, il faut la prendre un peu et se rendre compte que c'est pas bien pour ne plus la prendre. Je pense pas qu'on a. J'ai du mal à croire aux gens qui disent moi j'ai toujours gardé les pieds sur terre. Si tu as toujours gardé les pieds sur terre, c'est que tu ne connais pas la valeur de ce que vraiment avoir les pieds sur terre. Moi j'essaie de garder les pieds sur terre et j'apprécie quand je les ai parce qu'il m'est arrivé de ne pas avoir les pieds sur terre. Il m'est arrivé vraiment de croire à ce qu'on me disait ou alors d'être dans une forme de survol, en tout cas de la réalité, très court, hein. Ça dure quelques jours, mais c'est normal et c'est humain. Et je me suis dit, comment vous viviez... Mais ça fait longtemps maintenant. Les douches écossaises, Gad Elmaleh. Ah. Comment vous viviez les moments où on vous encense? On vous dit, vous êtes merveilleux, vous êtes extraordinaire, vous êtes le plus drôle, vous êtes le plus grand comique. Et puis, vous sortez un film comme Coco, vous avez investi du temps, de l'argent. Et là, vous recevez le Gérard du cinéma qui existait à l'époque, c'est-à-dire le plus mauvais film de l'année. Bon, comment on vit ça? Alors, on vit ça avec le temps. Ouais. Alors là, on vit ça avec... en fait, c'est avec le temps. Parce que c'est très facile de répondre a posteriori. En fait, vous m'auriez posé cette question en temps réel. Au moment de la sortie du film. J'aurais même évité la réponse. Mais là, j'ai pas envie de l'éviter. J'ai envie de vous dire que les deux sont malsains. J'ai toujours pensé sur les réseaux sociaux que je n'aime ni les gens qui me disent « t'es pas drôle, j'ai envie de te tuer », ni les gens qui disent « je t'aime d'amour, viens dormir avec moi, on va se marier ». C'est pas que je n'aime pas, c'est juste que c'est exacerbé. Et tout ce qui est excessif et dérisoire, c'est Beaumarchais, je crois, qui disait ça. C'est trop. Maintenant, je crois que quand on fait un film comique populaire, c'est un peu logique, même si ça fait jamais plaisir, c'est logique qu'on ne soit pas accompagné tout le temps par la critique. C'est pas une critique sur la critique, c'est une réalité. Après, bon, il y a une forme de cliché, de systématisme qui est de moins en moins vrai parce qu'il y a des comédies aujourd'hui qui ont du sens et qui apportent quelque chose. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ce qui m'a consolé, d'ailleurs j'avais répondu ça à l'époque à l'émission Nulle part ailleurs, c'est qu'il y a des extraits de tous les articles qui avaient vraiment étrillé le film Coco, qui l'avaient vraiment massacré. Et à côté de moi, il y avait un autre réalisateur à qui ils avaient mis toutes les super bonnes critiques, en fait. Et ils m'ont dit, ça doit être difficile quand vous voyez ça. Et j'ai répondu ce que je répondrai toute ma vie. Je n'échangerai pas ces bonnes critiques contre les entrées et le public qui est venu voir le film. Parce que
Je dis pas que c'est un systématisme et que c'est basique et c'est toujours comme ça, que si on a des mauvaises critiques, on fait des entrées et inversement. Mais ce qui compte avant tout, c'est le public. Le public a été voir le film, le public va voir les shows. Mais ça touche, bien sûr que ça touche, mais on comprend, on analyse, on fait un peu l'inventaire. Et alors, bien sûr. Bon, cela dit, là, je suis un peu inquiet parce que les critiques aiment mon film en ce moment. Ah, ben on verra, on va voir, dans le temps. Gad Elmaleh, il y a eu aussi cette affaire de plagiat en 2019. Là aussi, je me suis dit, mais comment vous viviez ça? Vous reveniez des États-Unis, vous aviez passé 3 ans là-bas, justement pour vivre toute autre chose, pour vous éloigner du succès français. Hein. C'est un peu ce que vous expliquez dans votre spectacle. Sortir de la zone de confort. Sortir de la zone de confort, aller dans un pays où on me connaît pas, marcher dans la rue, on va pas me reconnaître. Voilà. Peut-être rencontrer une femme qui m'aime pour moi. Exactement. Et puis vous revenez en France, dire votre amour finalement quelque part à la France, et puis là, boum, il y a cette affaire de plagiat qui vous tombe dessus. Comment vous l'avez vécu là, encore une fois? Il y a plusieurs choses à dire, très très mal. Là, je peux le dire de manière tout à fait sereine, ça fait 4 ans, plus, 4-5, bon. Très 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 mal. Parce que... Donc on vous reprochait d'avoir emprunté des blagues de comiques existantes américains. Ouais. Mais encore une fois, a posteriori, c'est beaucoup plus facile de parler, et j'aurais aimé avoir la sagesse que vous avez aujourd'hui. Oh là là, il y a 4 ans. Mais si j'avais pu dire, parce que ça aurait été tellement plus efficace. Et puis surtout, ça n'aurait pas alimenté. Mais en fait, j'ai compris une chose à mes dépens, c'est que plus vous criez haut et fort, que vous êtes outré et vous êtes dans l'orgueil finalement, et que non, pourquoi vous me faites ça? Et plus on vous massacre, on vous tue. On est dans un système et un monde qui veut qu'il y ait du sang. Donc vous auriez dit oui. Non, j'aurais dit, mais moi... Vous auriez dit la vérité, non? Non, j'aurais dit la vérité que je dis ici, c'est-à-dire que je sais de quoi vous parlez. Et même, j'aurais cité, non, vous mentez sur ça, vous parlez de cet artiste-là, en effet, moi je me suis beaucoup inspiré de lui. Cet artiste qui est devenu un ami Jerry Seinfeld, en effet, tel truc, ça ressemble assez. J'aurais fait la liste des 3-4 trucs, mais pas des inventions après, qui ont découlé de ça, et puis des comiques français, et puis québécois, et puis des gens qui inventaient des trucs. J'ai même vu l'apparition de comiques que je connaissais pas. Il y a un comique de Marseille qui a dit quand le blond, je crois que je l'avais fait moi aussi dans une émission de radio il y a 20 ans. Enfin, c'était devenu absurde. Mais j'aurais dû, en fait, au lieu de prendre ça avec orgueil, dire vous avez raison. Vous auriez dû dire oui. Mais oui. Et puis c'est pas là-dessus qu'on fait une carrière. Mais oui. Mais sur l'ensemble de ma carrière, ça représente un tout petit peu. Mais on n'a pas la sagesse. Vous n'aviez pas à ce moment-là la sagesse. Non. Et surtout, je repense à cette phrase de l'Évangile, la vérité vous rendra libre. Ah, c'est super cette phrase. Vous la connaissez, cette phrase de l'Évangile. Maintenant, vous qui étudiez, la vérité vous rendra libre. À cette époque-là, mais il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2019. La vérité je l'ai relu là, je l'ai Saint Jean. Oui, je l'ai relu il y a quelques jours. Vous regrettez de ne pas avoir pu vivre cette phrase à ce moment-là? Je la connaissais pas. Mais c'est super. C'est un enseignement. C'est la vérité vous rendra libre. C'est qui avait dit aussi, c'est le plus beau des mensonges. C'est-à-dire que c'est des mensonges au sens de cette chose que tu penses, qui va arranger finalement et qui va convenir pour penser comme un pansement. La plaie, c'est la vérité en fait. C'est la lumière, c'est la vérité. C'est une grande leçon, une très grande leçon. Gad Elmaleh, on va parler maintenant de ce film. Alors, pour moi, c'est un ovni, ce film. Ce film Reste un peu, que vous venez de réaliser. Je ne sais pas comment le présenter. Est-ce que c'est une
une fiction, une auto-fiction, un docu-fiction? Comment vous le présenteriez vous-même? Ou vous jouez votre propre rôle, vos parents jouent votre propre rôle, vos amis, votre sœur joue son propre rôle, vos amis... Non, mes parents jouent leur propre rôle. Oui. Parce que vous dites, mes parents ne jouent pas mon rôle. Là, ce serait un véritable ovni. Vos parents jouent leur propre rôle, votre sœur joue son propre rôle. Le prêtre est joué par un prêtre, le rabbin par un rabbin, la religieuse par une bonne J'aime sœur. pas le mot bonne sœur, je sais pas pourquoi. Religieuse. Une religieuse, oui. Delphine Orvilleur y participe. Voilà, elle est rabbin et elle joue son propre rôle. Et là, vous racontez, certains disent un coming out de votre foi catholique. Je ne sais pas si c'est une expression qui vous une convient. déclaration d'amour à la Vierge Marie, je pense. C'est à la Vierge Marie ou c'est à la foi chrétienne? Précisément. Après, grâce à cette découverte, j'ai pu m'intéresser, connaître, explorer le monde et la foi catholique, et j'ai pu être intéressé, avancer, le spectacle Lourdes que j'ai produit, apprendre et être de plus en plus intéressé. Mais le point de départ, très important à préciser, c'est... la Vierge Marie. Oui, et là, on retourne à Casablanca, c'est ça. Dans le film, votre sœur, finalement, révèle à vos parents ce qui s'est passé un jour à Casa. Vous pouvez nous le dire? Vous pouvez nous le raconter? C'est votre vraie histoire? C'est une vraie histoire. D'abord, je suis enfant à Casablanca, et vers l'âge de 6 ans, en passant devant un immeuble, je dis bien un immeuble, une bâtisse, mon père me répète fréquemment « Tu vois ce... bâtiment blanc là, je ne veux jamais que tu y rentres. » Et donc moi je ne sais pas ce que c'est. Il me dit même pas que c'est une église. Donc imaginez dans la tête d'un gamin de 6 ans, un papa qui dit là, tu ne rentreras jamais. Je dis pourquoi papa? C'est tout, ne pose pas de questions. Donc c'est l'interdiction si vous voulez. Et alors un jour je reviens à pied de l'école cette fois-ci, avec un petit copain de classe qui est musulman. Moi, j'étais éduqué dans la foi et la tradition juive, lui dans la foi et la tradition musulmane. Et je lui dis, tu connais toi ce bâtiment? Et là, il me dit, ouais, mais mon papa, il m'a dit de jamais rentrer dedans. Sinon, il va se mettre en colère. Même injonction du côté des musulmans. Et là, on se retrouve collègues d'injonction, collègues d'interdiction. On a le même interdit et on trouve qu'on est super complices et c'est génial, quoi. Et on dit on rentre, ah non j'ai peur, et toi non tu le dis pas, bon on laisse tomber, les mois passent, et un jour avec ma sœur, mon père s'arrête faire une course en face dans un marché, on est dans la voiture, il fait très chaud, on est au Maroc, c'est en été, et là le temps passe, les minutes sont longues, je regarde par la fenêtre de la voiture et je vois ce fameux bâtiment blanc avec une croix au sommet, et je dis à ma sœur allons-y. Elle mesurait pas la chose, elle disait « ouais, on s'ennuie, on sait pas quoi faire, on y va ». Je vais vers ce bâtiment, que je ne savais pas être une église, et là je pousse la porte, et là c'est comme dans un film, je l'exagère pas, c'est une grosse porte qui fait du bruit, il y a de la poussière sur la porte, j'ouvre, je fais 2 pas, 3 pas d'enfant, et je me retrouve nez à nez avec une représentation, je dis bien une représentation. Mais vous n'avez pas eu d'apparition? Non, c'était j'ai pas eu une statue de Marie. Une statue, je le dis pour pas. Et il y a une statue de la Vierge Marie qui est en face de moi, et je suis nez à nez avec cette image, cette force, ce symbole, cette proposition. Et je suis ébloui. Je ne regarde pas autour de moi. Ma sœur regarde autour d'elle, partout. Et elle en a marre. Pour elle, c'est un truc un peu bizarre, avec des statues, des bancs, ça lui rappelle l'école, elle ne veut pas rester. Et vous êtes saisi là? Moi, je suis saisi, je suis en larmes. Je suis vraiment en larmes, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez essayer de ressentir ce qui s'est passé en vous? J'aimerais être juste et vrai par rapport à ce que j'ai ressenti, pour pas qu'il y ait d'incompréhension sur des choses. Alors bien sûr que moi j'y vois quelque chose de mystique, et bien sûr que mes copains athées y voient des raisons architecturales, météorologiques. On vous renvoie surtout la beauté. Hein. En fait, tu as recherché la beauté. Tu as recherché la beauté. C'est la beauté. C'est une forme de réponse à quelque chose qui est de l'ordre de l'absolu et qui vient s'installer finalement. Mais au-delà de l'image de Marie,
il se passe un truc dans ce lieu que je ne sais pas être une église ou un lieu de culte. Mais qui vous habite encore? C'est-à-dire que ça s'est passé je suis il y a apaisé. plus de 40 ans. Ah oui, complètement. Parce que je me retourne en fait dans cette église et je me dis pourquoi mon père m'interdit de rentrer dans un endroit où c'est tellement beau, c'est tellement bon, c'est tellement inspirant, calme, ça sentait bon, je me rappelle, ça sentait très bon. Et donc voilà, et donc je retourne. Mais vous n'avez jamais pu en parler alors avec vos parents puisque vous aviez franchi l'interdit? Jamais, mais ils savaient mon attirance, puisqu'ils venaient chez moi, ils voyaient des objets, ils voyaient des livres, ils voyaient des lectures. Ils voyaient les statues de Marie chez vous? Oui, voilà, ouais. Et je les cachais. Je les cachais. Puis mes potes, sachant un peu mon histoire, souvent revenaient de voyages du Brésil, d'autres pays, des juifs, des musulmans, des chrétiens. Mais ils savaient, ils me ramenaient ça. Ah tiens, je t'ai ramené. Et ils me ramenaient toujours des statuettes. Alors parfois c'était des gags avec des statuettes un peu cheap, ou parfois c'était des trucs très très beaux. Mes parents volontairement choisissait de prendre ça à la rigolade, à la légère. Bon, ça va lui passer, ça c'est son petit truc de... Tu connais Gad, il est avec ses lubies, une fois c'est ça, une fois c'est les États-Unis, une fois c'est le piano, une fois il veut être jazzman, une fois il veut chanter Nougaro, là c'est la Vierge Marie, ça va lui passer. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé, Gad Elmaleh, pour passer de cette émotion forte d'enfant avec la Vierge Marie à l'homme qui s'est mis dans une vraie quête spirituelle? Parce que c'est votre cas. Oui. Vous suivez des cours chez les Bernardins, vous faites des retraites dans des monastères, vous êtes mis dans une vraie quête spirituelle et dans la tradition chrétienne. Et dans ce film, ce que vous présentez, c'est le désir de Gad Elmaleh d'être baptisé et de devenir chrétien. C'est l'histoire du film. C'est l'histoire du film. Après, on peut pas tout révéler sinon parce que voilà, c'est ça qui est difficile. On peut pas raconter la fin. Ce qui est difficile, c'est que c'est un film autobiographique. Si je vous raconte ma vie, je spoil le film. Et si je vous raconte le film, je spoil ma vie. Mais on va être un peu plus, quand même donner quelques informations pour comprendre, c'est que c'est une quête spirituelle qui a été aussi déclenchée pas uniquement par cet épisode-là, c'est une recherche et une introspection et une étude des textes qui a commencé aussi par des textes talmudiques. C'est-à-dire que moi, j'ai fait l'école religieuse, la yeshiva, comme on dit. Ça s'appelle une yeshiva, c'est l'étude, où pendant 2 années, j'étais entouré de livres comme aujourd'hui, aux missions étrangères de Paris. À la mission aux missions étrangères de Paris. Alors, vous, c'était dans la yeshiva? Dans la yeshiva, dans la salle d'études, dans le kollel, à étudier les commentaires de la Torah, la Mishnah et la Gemara. Donc j'ai été au contact de cette irrationalité, finalement, de cette d'hypothèse de Dieu, de spiritualité. J'ai été très tôt en contact avec ça. Vous avez fait votre bar mitzvah. Oui, complètement. Vous fêtez le Shabbat. Voilà, avec les parents. Oui, voilà, traditionnaliste, comme on dit. Donc, si vous voulez, pourquoi je mentionne ça? Parce que finalement, c'est assez intéressant de voir que notre âme peut aussi côtoyer, fréquenter, être rodée finalement à quelque chose de familier. Et que ce soit avec les écritures catholiques ou juives, il y a quelque chose qui est de l'ordre, je reconnais, et je fais même le lien. Mais le lien plus que jamais, que je n'avais jamais fait. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre, dans un sens comme dans l'autre. Mais Gad Elmaleh, vous avez été plus loin là, parce que vous auriez pu vous contenter, et contenter, je le mets entre guillemets, de consacrer votre vie à l'étude de la Torah, de la Mishnah et de la Kabbale. Vous continuez à étudier ça. Mais pourquoi essayer de mieux connaître la tradition chrétienne? Parce que j'ai découvert... j'ai toujours pensé que j'allais là où il y avait de la lumière. Et j'ai vu de la lumière. C'est pas la fameuse expression « j'ai vu de la lumière, je suis entré », mais peut-être, au sens peut-être beaucoup plus profond, spirituel, introspectif. J'ai vu de la lumière. C'est-à-dire que les gens que j'ai rencontrés, notamment à Lourdes, ça a été un déclencheur pour moi très important quand j'ai produit le spectacle. Je pense même que ça a été vraiment une séquence importante. Donc là, on est encore en 2019. C'est votre retour des États-Unis. Un peu avant. Vous produisez Bernadette, le grand spectacle de Lourdes. Là, il se passe un truc. Là, il se passe beaucoup de rencontres, surtout pendant la production du spectacle. Des prêtres, des gens issus de communautés religieuses différentes. Je commence à... Et je rentre, et je comprends, et je lis, et je trouve, et je rencontre. D'abord, je rencontre des catholiques que je ne connaissais pas avant. Je connaissais pas même la culture qui s'accompagne à la religion, parce que il y a une religion, il y a une foi, il y a une croyance, mais il y a une culture qui s'accompagne à ça.
je les rencontre et puis je suis saisi par deux choses. Par la lumière, par la connexion avec la Torah, bien sûr qu'elle est évidente. Ce qu'on appelle l'Ancien Testament chez les chrétiens. L'Ancien Testament, qui est la Torah. Qui est la Torah chez les Juifs. Que d'ailleurs les chrétiens lisent pendant la messe. On lit pas, nous, le Nouveau Testament. Il y a eu un problème on vous a donné d'un rabbin qui disait ça pour rire. On vous a donné l'original. Bon, vous avez fait un best-of, vous faites ce que vous voulez. Et j'y vois donc des connexions. J'y vois une grande richesse dans l'interaction des deux textes. Et surtout, je commence à être de plus en plus perplexe par le fossé qu'il y a entre cette communauté chrétienne française qui existe, qui agit, qui interagit, qui fait des choses, et l'absence totale de... en gros, leur malaise, quoi. Je vois leur malaise dans la société, auprès de mes potes catholiques, et je comprends pas. Et là, je commence... Ça, dans le spectacle, oui, vous mais ça, j'en le parle. dites d'une manière... Allez, vous pouvez nous le faire, là. Non, mais je vais pas refaire un sketch. Non, mais pas tout sketch, mais juste le début, là. Vous, les catholiques, il y a un problème, là. Oui, il y a un problème. C'est-à-dire que je commence le sketch en disant, par contre, il y a une communauté en France qui me rend perplexe, on a un vrai souci. Alors, chacun y va de son interprétation, et en même temps, c'est très bien à qui tout le monde pense, et c'est bien problématique d'ailleurs de rester dans ce cliché-là. Je sors vite de ça et je parle des catholiques. Les catholiques ne s'assument pas. Si en France tu dis à un juif, est-ce que tu es juif? Il te dit, mais bien sûr je suis juif, j'ai la Torah, je suis juif. Il est fou celui-là, pourquoi il demande si je suis juif? Bien sûr, je suis fier d'être juif. Tu demandes à un musulman, est-ce que tu es musulman? Alhamdoulilah, je suis musulman, bien sûr. Tu demandes à un catholique en France, s'il est catholique, il dira, c'est un peu plus compliqué. En fait, si tu veux, maman est baptisée, ma sœur est athée, papa outé. Et là, je rigole de ça. Alors certes, ce sont pas tous les cathos qui sont comme ça, mais il y en a énormément. Et alors c'est dû à quoi? Et c'est avec beaucoup de tendresse, je le répète, beaucoup de tendresse et d'affection que je le fais, parce que même à mes amis proches qui sont catholiques, je leur dis, mais les gars, ça va quoi, tout va bien. Et pourquoi? Pourquoi, à votre avis, les cathos sont comme ça? Je suis pas historien. Je pense que instinctivement, je peux comprendre le poids de la religion en France. Le poids que la religion catholique a eu en France. Je suis pas bien placé pour faire un cours d'histoire, mais en gros le poids, oui. Et puis l'importance de la séparation du théologique et du politique, de l'Église et de l'État, très important. Moi, en plus, je suis attaché à la laïcité. Je le dis, j'arrête pas, c'est important, parce que je pense au contraire que la laïcité est un outil formidable pour permettre aux communautés d'exister dans leur foi plus fort encore, de se déterminer, mais sans s'emmerder les uns les autres, et aussi en s'écoutant et en allant les uns vers les autres. Et en se visitant. C'est pour ça que je dis dans mon spectacle, dans les églises, rentrer dans les mosquées. Je dis aux juifs, rentrez dans les églises, je dis aux musulmans, rentrez dans les synagogues, je dis aux chrétiens, rentrez dans les mosquées. Si on pouvait organiser, de temps en temps j'entends parler d'œcuménisme, de fraternité, de vivre ensemble, c'est pas vrai, il faut aller sur le terrain, faisons des choses. Apprenons la citoyenneté, vraiment, apprenons aux enfants en France, sans un enseignement religieux, et c'est pas obligatoire, et voilà, il y a la laïcité heureusement, mais il faut parler des communautés qui existent et qui pratiquent chacun leur foi et qu'on doit respecter. Au moment où on se parle, il y a plein de communautés qui prient, qui ont des rites, des cultes différents, et moi je respecte tout ça. Visage RCF. Gad Elmaleh, dans ce film Reste un peu, que vous venez de réaliser, on aborde la question de la conversion, du changement de religion. Oui. Donc là, vous jouez votre propre rôle comme un juif qui veut devenir chrétien, qui veut être baptisé, mais qui est totalement tiraillé intérieurement.
Parce qu'à la fois, il est attiré par la Vierge Marie, par l'Église catholique, mais en même temps, il veut pas, comment dire, trahir sa famille. On sent décevoir. C'est le mot, hein. C'est l'histoire. C'est l'histoire du film. C'est trahir la famille. Quoi. Complètement. C'est trahir. Ça, c'est une problématique qui vous habite personnellement. C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes posé la question, vraiment vous, personnellement, à un moment de devenir chrétien ? Aujourd'hui, je suis pas dans ce chemin-là parce que, de toutes les manières, la conversion en elle-même, avant toute chose, je vais répondre plus précisément sur mon cas, la conversion, c'est un sujet qui me fascine, qui me bouleverse. C'est-à-dire que quelle que soit la religion, et quelle que soit d'une foi à l'autre, c'est le séisme que quelqu'un décide de provoquer dans une famille, c'est bouleversant. Je me dis, mais quel courage, quelle folie, quoi, comme quand je vois mon ami Mehdi Djadi, musulman, converti au christianisme. Musulman pratiquant, ayant fait l'école coranique, qui passe par le protestantisme, et qui passe ensuite, qui devient catholique, qui rencontre Jésus. Je me dis, mais c'est d'un courage fou, l'apostasie. Il joue d'ailleurs dans votre film son propre rôle. Il joue son propre rôle. Donc déjà, la conversion me bouleverse. Moi, ce que je montre dans le film, c'est un peu compliqué parce que je ne veux pas raconter le film, sinon vous allez me spoiler. Ce que je montre, c'est que je me tourne vers le christianisme. Je m'intéresse, je suis à ce stade-là. Aujourd'hui, je me dis, waouh, c'est intéressant. C'est ce que je me dis aujourd'hui dans ma vie. C'est intéressant. Je lis, j'apprends. Comme dirait Mehdi dans son spectacle en caricaturant les cathos, je chemine. Et je chemine. Mais on rigole. Mais on rigole pas. Non, c'est ce que vous faites. Vous oui, cheminez. Je chemine. Vous êtes en chemin. Après, vous avez vraiment ce sentiment-là d'être en chemin. Totalement. Après, j'ai reçu, d'ailleurs, je voudrais parler d'un courrier que m'a envoyé un prêtre qui m'a bouleversé, qui me disait, au sujet du baptême, que c'était pas une fin en soi, ni une fin tout court, ni un aboutissement. N'écoutez pas les gens qui vous disent ça. C'est un point de départ. Et même ceux qui sont baptisés, c'est pas une nationalité, c'est pas un passeport, le baptême. C'est un sacrement, mais c'est un point de départ. Un point de départ. C'est presque tous les jours, en fait. Mais alors, et ça, c'est important. Gad Elmaleh, ce qui est intéressant, donc la circoncision, non, c'est plus compliqué. D'ailleurs, vous avez pas été cool. En arrière. D'ailleurs, les chrétiens, vous avez pas été cool là-dessus. Hein. Parce que Jésus a été circoncis. Oui. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Saint Paul aussi était circoncis. Saint Paul, oui. Mais Saint Pierre aussi, ils étaient circoncis. Ouais, ils ont été sympas, ils n'ont pas obligé les autres d'être circoncis. Voilà, c'est plus Paul qui a dit on arrête. On arrête, ouais. C'est Paul qui a dit on arrête. Ouais. Paul qui n'était pas un apôtre d'ailleurs. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Gad Elmaleh. La conversion, c'est une chose, la conversion extérieure, on va dire, mais il y a des conversions intérieures. Totalement. Et dans votre film, il y a un passage intéressant où Frédéric Lenoir joue son rôle de grand spécialiste des religions. Qu'il est, effectivement. Et il dit, une conversion intérieure ne nécessite pas une conversion extérieure. Confère ce qui s'est passé avec la philosophe Simone Weil ou avec le philosophe Henri Bergson. Ils sont devenus chrétiens intérieurement et n'ont jamais quitté le judaïsme. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble tout à fait possible ? Moi, je crois qu'on peut tendre, s'ouvrir. Je ne sais pas s'ils sont devenus chrétiens. Oui, ce dont parle... D'ailleurs, je lis un livre en ce moment de Yael Hirsch qui parle de ça. La conversion des grands intellectuels juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est bouleversant comme récit. Il y a même un genre littéraire qui est né à ce moment-là, qui est le récit de conversion. Et eux, pour des raisons différentes à chaque fois, se convertissent. Donc ils se convertissent, soit parce qu'ils étaient, ils voulaient accéder à des jobs et que sous le régime nazi c'était compliqué, soit parce que ça s'apparente à des conversions forcées, ça pour le coup. Mais ce dont vous parlez, Edith Stein, Bergson, je pense que c'est profondément, finalement, on revient à la peur de trahir la communauté, décevoir la famille, avoir peur d'être l'objet de critiques. Et donc, ils y vont, mais pas vraiment jusqu'au bout, quoi. Allez voir le film. Ouais. Pour rester fidèle, finalement, à sa communauté. Il y a quelque chose de très communautaire, finalement, dans la religion. Non, d'identitaire. Et encore plus. Non, je pense d'identitaire. Oui, parce que je pense profondément que le judaïsme est bien sûr une religion, une foi, mais c'est une identité. Et je pense, d'ailleurs, le rabbin Orviller le dit très bien dans le film, quand à un moment donné je suis paumé dans le film et que je lui dis en rigolant, imaginons que je fasse le pas, que je me convertisse et que je suis pas content. Est-ce qu'il y a elle me dit quoi? Un service après-vente? Et elle me regarde, elle me dit, tu sais, la maison juive, il y en a beaucoup qui ont cherché la sortie, ils ne l'ont jamais trouvée.
Et elle me dit après, à l'image d'Abraham, peut-être que le moment où tu es le plus toi-même, c'est le moment où tu es en mouvement vers un ailleurs. Et ça, c'est tellement ça vous juste. parle, ça. Mais ça me parle tellement. Et même en quête, en recherche, c'est le meilleur moment. Parce qu'après, si... Mais quand on est en marche, on est toujours en déséquilibre. Le fait de marcher nous met toujours en déséquilibre. Mais on avance. On avance. Quand on marche, on avance. Mais on est en déséquilibre. Quand on est bien fixe, on n'avance pas. On n'est plus en déséquilibre. Donc il faut être en déséquilibre pour avancer, comprendre et apprendre. Moi, je crois. Mais cet échange-là que vous avez... Je crois donc, je comprends. Ouais. Ça, c'est Saint-Augustin. Ce face-à-face avec Delphine Orvilleur que vous avez mis dans ce film Oui. est incroyable, je trouve, vraiment. Et je pense qu'il dit beaucoup de choses de vous. Je ne sais pas si c'est moi, elle, ou si c'est vous qui avez écrit le dialogue, ou si vous avez Moi, fait j'ai donné un des échange. dialogues indicatifs, des Ouais. pistes de sens sur le contenu dramatique de la scène, mais la condition que m'a imposée Delphine Orvilleur, qui est une femme de, comment on peut dire, autorité religieuse. Ouais, c'est Elle un grand rabbin aujourd'hui. Voilà, elle ne peut pas s'amuser à dire des choses qu'on lui fait dire. C'était un deal, c'était... Tu me laisses dire les choses que je ressens et que je pense être les meilleurs conseils pour toi. Alors j'ai noté ce qu'elle vous a dit, parce je que veux j'ai bien. trouvé ça incroyable. Elle vous dit, la maison juive est une maison un peu bancale. Tu es un peu cassé, comme la maison juive. Tu sais que tu es cassé. Quand je te vois, quand je regarde tes spectacles, quand je t'écoute, tu es toujours en train de rentrer dans la peau d'un autre qui a l'air d'être vraiment chez lui. Un Canadien, un Américain, un blond, un gars qui a le coffre de sa voiture bien rangé. Comment vous avez accueilli ça? C'est fort, ça. Mais ça, c'est elle. Hein. C'est elle qui a dit ça. Oh, c'est ça, pas vous qui avez dit ça. C'est le Et vous commentaire de mes reconnaissez- répliques. Vous vous reconnaissez là-dedans? Complètement. Et elle dit, c'est parce que tu es à l'extérieur que finalement, tu n'es pas tout à fait. C'est parce que tu regardes que tu es capable. C'est parce que tu es à l'extérieur que tu es capable d'observer. C'est parce que tu es à l'extérieur que tu es capable de ressentir l'autre, de le comprendre, de le décrire, même de l'aimer. De l'aimer. Je pense que si j'étais né... Waouh, c'est intéressant de savoir. Est-ce que j'aurais été fasciné par Marie si j'étais né pas juif? Je pense Si vous pas. étiez blond en France, dans une famille catholique, Et que le est-ce vous coffre auriez de ma été voiture... était bien rangé? Et peut-être, je serais sur Radio Shalom en train de dire, je vous dis, Moïse me fascine. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, à l'école catholique, j'ai vu une photo de Moïse avec les tables de la loi. Non, je rigole, mais si la nature profonde, c'est toujours d'être en mouvement, en partance, Et d'être de nulle part, en fait. Vous êtes Complètement. de nulle part. complètement. Mais, Mais c'est très juif aussi. c'est le juif errant, quelque C'est part. le juif non errant, et puis c'est finalement la question. Vous savez que l'étude de la Torah tout entière repose sur la question, sur la controverse, sur l'introspection permanente, sur la remise en question, sur le retour, sur la révision, sur... Et je viens aussi de cette tradition-là, puisque étant gamin, j'ai étudié avec eux, avec les rabbins. Et Jésus, vous en parlez pas beaucoup, en fait. Non. Non. Il vous, moi, j'ai l'impression qu'il vous met pas à l'aise. Vous savez Pas pas en- trop non, vous c'est pas situer. ça, c'est que Autant je- Marie. Alors là, Marie, il n'y a pas de problème. Oui, Vous d'ailleurs, en l'aimez, elle rentrant vous ici, fascine. j'ai été Tout de vraiment... suite, hein. ouais. Vous avez été voir la statue de Marie dans la crypte Ouais, en voilà. arrivant ici. Voilà. Par contre, Jésus, il est qui pour vous? En fait, j'aime même... Ce juif, hein, c'est ce un juif, rabbin. Jésus. C'est un rabbin circoncis qui mangeait cachère, qui a fait beaucoup de miracles, un peu trop d'ailleurs, ça n'arrête pas. J'ai un copain qui s'appelle Hubert de Torcy, que vous connaissez certainement, qui est entre autres distributeur de films, mais qui est surtout un homme érudit en catholicisme, qui un jour m'a dit, avec beaucoup d'amour quand même, mais non sans une certaine radicalité, de toute façon, Gad, on va arrêter de discuter. Si t'as pas lu les évangiles, on peut pas avoir une discussion. Wow. Non, mais c'est un ami que j'aime. Et ben il avait raison. D'ailleurs, à un moment donné, je me suis mis à lire. Et puis, en rigolant, je lui ai dit un soir, dis-moi, Hubert, d'accord, bon, je comprends pas tout, mais il fait pas un peu trop de miracles quand même, Jésus. C'est pas un peu too much, quoi. À chaque fois, en plus, le pitch des miracles, il est terrible. Lazare, c'est pas un peu too much. La Samaritaine, enfin, à chaque fois, et en fait, je crois qu'il y a quelque chose de, non pas binaire, mais d'évident, que je ne critique pas, mais qui est moins dans la fascination, mais il paraît que ça prend du temps. Voilà, je me laisse guider. Mais de qui à qui, je sais pas. Ça dépend dans quel ordre. Qu'est-ce que vous avez envie
d'offrir à ceux qui vont venir voir votre film? Parce que ça dérange, ça va surprendre. J'ai envie de leur dire qu'ils sont libres. Que vous avez. Ben oui, mais ça c'est pas. Mais vraiment pas le sujet du film. Non. J'ai envie de dire aux gens qui sont libres. J'ai envie de dire que nous sommes libres. J'ai envie de dire que nous avons le droit d'interroger notre propre identité, notre propre culture, que nous avons le droit de remettre en question, de chambouler, de bousculer en tout cas ce qu'on nous a donné à la naissance de manière arbitraire, qu'on n'a absolument pas choisi, que ce soit notre nom, notre religion, notre identité, j'ai envie que les gens se sentent libres. D'ailleurs, il y a un truc qui est très étrange. Après chaque projection, quand nous avons des échanges avec le public, la première chose de laquelle parlent les gens, c'est de leur expérience personnelle. Très rarement, ils parlent du film. Ils disent, je voudrais vous dire ça parce que personnellement, soit j'ai grandi dans l'islam, soit je suis totalement agnostique, soit je suis juif, soit je suis chrétien, protestant. Voilà comment je me positionne, voilà comment j'ai reçu le film. Et ça m'éclate. Et ça me touche. Parce que si c'est une expérience qui peut faire en sorte d'ouvrir et de faire en sorte que les gens se parlent, j'aurais réussi mon pari, vraiment. C'est le fait d'avoir été aux États-Unis qui vous a décomplexé par rapport au fait de parler de la religion? Parce qu'en France, on est très complexé, coincé par rapport à ces questions-là. Là-bas aussi, aux États-Unis, ils parlent beaucoup plus facilement des religions. Pas dans le milieu dans lequel j'évoluais. Je crois que c'est assez rare d'ailleurs dans les milieux artistiques finalement. Enfin, pas artistique, c'est pas le mot, mais on va dire que mes collègues, en tout cas comiques américains, il est très très rare que j'ai pu échanger sur la foi, à part avec vraiment, j'en ai un ou deux vraiment avec qui on pouvait échanger, mais c'était assez rare. Non, c'est pas ça. Bien qu'il y a une culture là-bas qui fait que le christianisme évangélique, il est fun, il est sympa, il est agréable, c'est entertaining comme ils disent, voilà, c'est divertissant, mais c'est pas la vocation première non plus du christianisme évangélique, mais c'est vrai qu'il est à la portée aux États-Unis de beaucoup de gens qui s'intéressent pour la première fois et que les gens vont visiter des églises baptistes, méthodistes, ou alors les gospels et tout ça. Donc il y a quelque chose qui est beau à voir. Mais je dois dire que dans le monde dans lequel j'évoluais, non, on parlait pas trop de religion, un peu comme en France d'ailleurs. Mais on n'en parle pas en France. Je crois qu'au niveau politique, aux États-Unis, c'est un peu plus décomplexé. Où on assume, il y a des partis, des hommes politiques qui parlent de leur parcours de foi et tout. Je pense que ça, oui, ça en France, non, c'est assez rare, voire enfin, ça n'existe pas du tout. Ouais. Et une question que je me demandais, je me suis dit, tiens, je vais la poser à Gad Elmaleh, c'est est-ce que vous croyez que Dieu a de l'humour ? Ouais. Pour continuer à croire en nous, il a... Ah ouais, pour continuer à croire en nous, ouais. Il faut une bonne dose d'humour. Ah ben ouais. Et nous, pour continuer à croire en lui, il faut pas beaucoup d'humour quand on voit tout ce qui se passe. Je voudrais rendre un hommage à un ami chanteur que j'admirais, qui est Daniel Lévy, qui a une voix sublime, qui arrêtait pas de me répéter cette phrase l'homme fait des projets et Dieu sourit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il me parlait de l'impuissance de l'homme face à la force de Dieu. Et oui, je crois que quelle que soit la conception qu'on a chacun de Dieu, de l'idée de Dieu, de l'hypothèse de Dieu, j'aime l'idée en tout cas de m'en remettre à ce que je ne contrôle pas. Cet endroit de ma vie, il est le plus fort. C'est celui que je ne contrôle pas en tout cas. Merci beaucoup, Gad Elmaleh. J'étais ravi de vous rencontrer. Moi aussi, vraiment. Merci de m'avoir fait découvrir cet endroit. Oui. Merci pour la rencontre. Et puis merci pour votre film, Reste un peu, qui est sur les écrans à partir du 16 novembre. Puis votre spectacle, D'ailleurs. Merci, Gad Elmaleh. À bientôt au cinéma. Toutes les musiques que vous avez entendues au cours de cette émission sont extraites de la bande originale du film de Gad Elmaleh, Reste un peu, des musiques composées par Ibrahim Maalouf. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.